Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous reparler de deux livres, des deux premiers tomes de la saga Une braise sous la cendre, écrit par Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Donc le premier tome c'est Une braise sous la cendre et le deuxième tome c'est Une flamme dans la nuit. Dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages que la vie est censée opposer, qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Parce que dans ce monde, comme dans beaucoup de littérature young adulte fantasy, nous nous retrouvons face à deux castes. D'une part les martiaux et d'autre part les érudits. Les érudits ont été complètement subordonnés aux martiaux qui sont la caste dominante et qui les domine complètement par la force et par le pouvoir, par l'argent, etc. Et les érudits ont été dépossédés de tout savoir, de toute liberté et d'à peu près tout en fait. Et au début de l'histoire, en fait, on va un peu se rendre compte de la situation difficile dans laquelle on se trouve, pour les érudits en tout cas. Et on va suivre donc Laia, qui est une jeune fille qui va voir sa famille se faire totalement décimer devant ses yeux. Elle vit avec ses grands-parents et son frère. Ses grands-parents vont mourir suite à un raid d'un masque et son frère va être capturé et emprisonné et va un petit peu l'aider à fuir. Et donc Laia est une érudite en fuite qui est recherchée par l'Empire. Malgré ça, elle ne se laisse pas du tout abattre et pas du tout décourager, même si effectivement ça va être un petit peu le cas au début, c'est logique. Elle est quand même très jeune et elle va essayer de tout faire pour sauver son frère. Voilà un petit peu le cadre du premier personnage qu'on va suivre dans le récit. De son côté, lui, Elias est un martial, donc il fait partie de la classe dominante. Et dans la classe dominante, il y a une classe dominante, ce sont les gens illustriennes, qui sont vraiment là pour renforcer le pouvoir de l'empereur, le soutenir par leur pouvoir, leur influence, leur argent, etc. etc. Et Elias fait partie, est un héritier d'une de ces gens, d'une de ces familles riches et puissantes. Et il termine en plus sa formation à Blackcliff, qui est une école destinée à former des assassins particuliers et qu'on appelle des masques et qui sont destinés donc à servir l'Empire et servir l'empereur. Et donc a priori ces deux personnages ne devraient jamais se rencontrer parce qu'ils viennent d'un monde totalement différent et pourtant au fil de l'histoire on va se rendre compte qu'ils ont quand même des liens et ils vont finir par se retrouver et l'histoire se base en fait sur ces fameux liens qui va unir ces deux personnages. Alors pour mon avis, au niveau de l'intrigue, c'est du young adult fantasy hyper classique. On se retrouve encore dans un monde où il y a la classe dominante qui fait tout pour pouvoir garder sa mainmise sur la classe dominée dans l'Empire. On se retrouve avec cette fameuse classe dominée qui va mener une espèce de révolte et de révolution parce qu'ils ne sont pas d'accord de se laisser faire comme ça. Donc jusque là, rien de neuf sous le soleil. Au niveau de l'écriture maintenant, c'est hyper fluide, c'est limpide, il n'y a pas tellement de nouveaux mots de vocabulaire. Bon, il y a des lieux bien évidemment, il y a des noms particuliers comme martial, érudit, etc. Mais c'est pas des nouveaux mots très compliqués à intégrer quand on est dans l'histoire. Et ça se lit assez facilement. Franchement, il n'y a pas de vocabulaire compliqué, il n'y a pas de tournures de phrases qui sont alambiquées, des quiproquos, des machins comme ça. C'est beaucoup plus très très clair à lire et ça se lit assez facilement d'ailleurs. Au niveau des personnages maintenant, j'ai un peu plus à redire parce que Elias notamment, je trouve, qui est donc le héros masculin de l'histoire, est un personnage qui est très stéréotypé. Donc il fait partie, c'est un petit peu le héros de base de la young adult fantasy, qui est grand, qui est fort, qui est beau, qui fait partie des familles puissantes, mais qui en même temps ne s'y sent pas à sa place. Il n'a pas envie d'entrer dans le moule que sa famille lui demande d'intégrer. Lui, tout ce qu'il a envie, c'est d'être libre et il n'est pas toujours en accord avec les méthodes de l'Empire. Il fait des formations de masques qui sont destinées à tuer des gens, mais enfin bref. Et enfin bref, voilà. Et donc il y a une histoire familiale compliquée. Bref, ça fait un peu de lui le héros un peu torturé, un peu mystérieux de l'histoire, qui est à mes yeux pas tellement mystérieux, mais enfin bref, soit de passant. Mais donc ça fait un peu un héros classique. Laia, elle, de son côté, c'est un peu une anti-héroïne parce que bon, c'est une gamine qui est hyper froussarde, elle l'avoue à elle-même à plusieurs moments, elle n'est pas du tout faite du courage de sa mère, de son père pour se défendre, etc. etc. Et je trouve que c'est peut-être une des
un des personnages les plus intéressants à suivre parce qu'on va bien voir son évolution au fil des 2 tomes. Et donc elle est vraiment portée par cette énergie du désespoir qui va l'aider à sauver la seule personne qui désormais compte dans sa vie, c'est son frère Darin. Parmi les personnages secondaires, je vais m'attarder sur 2 qui me semblent intéressants parce que je vais y revenir par la suite. C'est Hélène qui est la meilleure amie de Elias. C'est en fait la seule fille de Blackleaf qui fait cette formation pour devenir assassin et masque. Et donc en fait c'est la seule fille avec la commandante donc qui va avoir ce rôle un petit peu généralement qui est décliné pour les hommes, et là on a une fille dans le jeu, etc., qui est forte, qui vient d'une famille illustrienne aussi, c'est une Gens, etc. Et de l'autre côté, dans un autre registre, un autre personnage secondaire qui lui plus va intervenir davantage du côté de Laia, puisque c'est un érudit qui fait partie de la résistance. Et c'est Keenan, c'est un jeune garçon qui va aider Laia dans sa quête et il va l'aider à intégrer la résistance quand elle va vouloir essayer de sauver son frère et contacter ces personnes qui sont particulières et qui pourraient peut-être éventuellement l'aider à faire évader son frère de prison. On va donc suivre ces 2 personnages principaux que sont Elias et Laia et qui vont intervenir avec d'autres personnages. Un des schémas qui m'a dérangé, c'est que d'habitude on a souvent un triangle amoureux qui se développe. Déjà de base, moi je suis pas trop fan des triangles amoureux, surtout que ça devient vraiment lourdingue. On en voit partout, à toutes les sauces, enfin bref. Ici on n'a pas un, mais 2 triangles amoureux. On a un triangle amoureux avec Elias qui a Hélène d'un côté et Laia de l'autre. Et puis on a Laia qui a Elias d'un côté et Keenan de l'autre. Et donc en fait je trouve que c'est très agaçant parce que ça alourdit le récit, Pourquoi ne pas simplement développer des amitiés saines, ne pas développer des relations saines, pas ambiguës constamment, tout le temps, avec des gestes qu'on essaie d'interpréter, avec un peu de romance, avec des machins, enfin bref, je trouve que ça sert pas forcément l'histoire et ça alourdit parfois aussi vraiment parce qu'on a ce côté où l'amour et la raison ne peuvent pas coexister. Bon, en gros c'est ça, ils sont tous perturbés, ils ne savent pas prendre quel choix, ils ne savent pas faire quel choix, ils ne savent pas... Bref, et surtout je trouve que c'est un peu contradictoire avec cette fameuse formation, notamment pour Hélène et Elias, qui est censée leur apporter toutes les clés pour contrôler leurs émotions et faire en sorte de prendre un choix lucide dans lequel leur jugement et leurs émotions personnelles n'entrent pas en compte, puisqu'ils sont censés servir l'Empire. Donc voilà, je trouve que c'est un peu énervant d'avoir ce genre de schéma qu'on retrouve ici encore et encore avec 4 personnages, quoi, 2 triangles amoureux. C'est peut-être novateur pour vous, mais moi je trouve que c'est nul et ça m'a vraiment un peu emmerdé, quoi. Pour les impressions que le tome 1 m'avait laissées, j'avais en tête que les personnages étaient peut-être parfois caricaturaux, mais qu'ils avaient des caractères bien marqués, bien trempés, que c'était assez bien défini dans l'ensemble. Ça m'avait pas mal plu, il n'y avait rien de novateur, mais ça m'avait pas mal plu. Et que effectivement, il n'y avait rien de novateur en fait. C'était de la bonne littérature young adulte fantasy. C'était agréable à lire mais sans plus, quoi. Donc j'avais bien aimé le tome 1 que j'avais lu cet été, et donc du coup quand le tome 2 est sorti en octobre ou en novembre, du coup je l'ai acheté et j'ai profité de mon temps libre de ces dernières semaines pour pouvoir le lire. Et donc mon avis sur le tome 2 est beaucoup plus précis puisque j'ai encore beaucoup plus de détails dans la tête. Et donc pour moi ce tome 2 c'est un tome de transition. Donc c'est souvent le schéma qu'on regrette dans ce genre de littérature, c'est que le tome 1 est hyper accrocheur, il pose des bonnes bases, très prometteur pour la suite. Le tome 2, un peu de transition pour annoncer le tome 3, et le tome 3 dénoue toute l'histoire et on est content. Et bien donc du coup ici on n'échappe pas non plus à cette règle là, à ce schéma là. C'est un tome pour moi de transition malgré toute l'action que l'auteur a essayé d'y mettre, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que durant les 3/4 du livre on attend, tout le monde hésite, c'est un truc de fou. Je trouve que les personnages sont confus et déstabilisés et c'est très agaçant franchement, parce que je peux comprendre que suite à certaines situations vécues par certains personnages, effectivement ils ont le droit d'avoir d'être confus, d'avoir de la confusion, je sais pas, de pas penser exactement de la même manière, mais
pendant les 3/4 du livre quoi. 3/4, c'est énorme. Et je trouve que Hélène, dans ce tome-ci, a perdu mais toute sa substance jusqu'aux 3/4 du bouquin. Elle se promène dans tout le livre. Elle suit des missions pour l'empereur. Elle ne les remplit pas vraiment, donc ça va dépendre de ce qu'on va lui demander de faire, mais elle se promène durant les 3/4 du bouquin. Elle va à cheval, elle part en mission, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Elle se promène, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Elle se promène, elle se balade. Hop là, ça va. Elias, lui, est devenu une véritable guimauve. Je sais que son état n'est pas évident à assumer, à suivre, etc. Mais ouf, franchement, guimauve, comparé au tome 1, j'ai trouvé vraiment qu'on allait encore plus dans le pathos et c'était un peu lourd à lire des fois. Quand j'étais un peu arrivée à lui, j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver, mais sa façon de s'exprimer, des fois, enfin bref, ça m'énervait un petit peu. Et il y a juste Laïa qui grandit, qui donc se découvre, évolue assez positivement, mais elle se remet aussi énormément en question. Et je trouve qu'il n'y a rien à faire, ça alourdit aussi le récit parce que tout le monde se remet en question, tout le monde doute, tout le monde fait des actions qu'il ou elle regrette. Et elle se remet énormément en question et elle se pose énormément de questions aussi. Et donc voilà, mais il n'y a rien à faire, ça traîne en longueur durant les 3/4 du livre. Et le quart qui reste, vraiment c'est les actions qui nous manquaient pour se dire « Ah, on a envie de lire la suite !» Et donc du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le quart qui restait, il s'est passé des actions déterminantes pour le tome 3. Je termine ce tome 2 avec beaucoup d'envie d'acheter et de lire la suite, mais effectivement durant les 3 premiers quarts, voilà, ça se traînait quoi, clairement ça se traînait, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'action. Je tiens quand même à le souligner, il ne se passe pas rien du tout, il y a de l'action, il se passe des choses, on apprend des trucs, mais ça ne fait pas spécialement avancer l'histoire, ça se passe de manière très longue. Et donc, à nouveau, je souligne le fait que l'auteur ne prend aucun risque avec ses personnages. Les décisions sont prévisibles, j'ai pas été énormément surprise par le cours des événements. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a surprise, à part un truc à propos de Keenan que si vous avez lu peut-être vous n'avez pas vu venir. Moi je savais qu'il y avait un truc de louche, quelque chose de particulier qui allait se passer avec lui, mais je savais pas vraiment déterminer quoi. Et quand j'ai appris ce que c'était, je me suis dit ah bah oui voilà c'est ça. Donc je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais je savais pas exactement quoi. Et c'est peut-être le seul truc qui m'a un peu réveillée. C'était aux 2/3 à peu près du roman. Et je trouvais ça sympa. Mais sinon, pas de prise de risque. Et d'un autre côté, je peux pas comment lui en vouloir parce que si elle avait fait prendre des risques à ses personnages, on leur aurait dit c'est pas cohérent avec ce qu'ils sont, c'est pas comme ça qu'ils sont censés fonctionner. Enfin bref, c'est pas facile d'être auteur, j'en ai bien conscience, mais ici à nouveau, j'ai beau vous dire, il y a plein de petits défauts comme je peux vous les souligner parce que moi j'attends certaines choses quand je lis du roman fantasy. De la nouveauté, certains types de personnages, mais des nouveaux schémas, même si on peut combiner avec des schémas classiques, mais des nouveaux schémas. Et ici, il n'y a rien de nouveau. Mais ça reste pour moi un très bon roman, très divertissant, de la bonne young adulte. Je trouve que c'est vraiment sympa à lire et ça sert vraiment à se vider l'esprit quand on sait à quoi s'attendre et qu'on ne cherche pas un truc de totalement fifou, novateur comme je le disais. C'est vraiment sympa à lire et ça fait vraiment bien le job quand on a juste envie de souffler un bon coup et de se vider l'esprit et de lire quelque chose qui se lit tout seul quoi. Et quand on aime la fantasy, c'est toujours plaisant à lire. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces 2 premiers tomes et si vous avez envie de lire le 3e ou si cette vidéo vous a peut-être donné envie de le découvrir. J'espère en tout cas que l'auteur ne va pas trop tarder à peaufiner son tome 3 parce que je pense pas qu'elle ait laissé ça dans le vide et j'attends vraiment d'avoir la suite pour voir un peu comment l'histoire va se terminer, comment les personnages vont finir d'évoluer. Et comment tout ça va se goupiller pour le tome final. C'est donc ici que je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut!